Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Hello et ravie de te retrouver pour ce 90e épisode de Fille Expat. On approche à grands pas du 100e épisode et j'ai encore du mal à y croire. En tout cas, je dédicace cet épisode à Elsa qui m'avait exprimé sur Instagram son intérêt de découvrir l'histoire d'une femme francophone qui a choisi de s'installer au Népal. Alors le Népal, un de ces pays où les valeurs ancestrales ne semblent pas avoir été impactées par la modernisation, la globalisation. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Donc, chère invitée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et peux-tu te présenter en commençant par nous donner ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles aujourd'hui? Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Colette, j'ai 41 ans, mais bientôt 42 ans, et je suis à Pokhara, qui est la deuxième plus grande ville du Népal. Il y a Katmandou que tout le monde connaît, mais je ne suis pas à Katmandou, je suis à Pokhara. Ça va changer de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est parfait. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on découvre ton histoire, je t'ai préparé une petite série de 3 questions sur le Népal. Tu auras juste à me répondre par vrai ou faux. Est-ce que tu es prête? Prête. Super. Première question, la superficie du Népal est égale à 5 fois la superficie de la Belgique. Oui. Ouais. En fait, je trouvais ça drôle parce que quand tu regardes sur une carte le Népal, comme c'est entouré des 2 géants de l'Inde et de la Chine, ça paraît tout petit. Et au final, quand j'ai regardé la superficie, je me dis, mais en fait, c'est pas petit du tout. Non, c'est pas petit, ouais, c'est vrai. Donc, Mais c'est entre deux géants, t'as bien ouais, résumé. c'est ça. 2 géants. Donc, deuxième question, il est depuis peu autorisé pour un homme et une femme de montrer des signes d'amour en public. Vrai. Eh ben, c'est faux. Apparemment, c'est interdit. Donc, je sais pas, tu pourras nous en parler peut-être un peu plus en détail, mais j'ai cru voir que c'était faux et que c'est interdit pour un homme et une femme de montrer des signes d'affection. Tu vois, je savais pas que c'était dans la loi, mais en effet, le pays est très pudique et ne t'embrasse pas ton compagnon ou ta partenaire dans la rue. Donc, nous, pour les Français, ça doit faire un petit culture choc quand même quand t'arrives et qu'on est habitué à se tenir main dans la main. Alors, main dans la main, pour eux, c'est pas un signe d'affection. Tu as aussi Ah, beaucoup ok. d'hommes qui se tiennent main dans la main. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, main dans la main, ça signifie couple. Eux, ça signifie ami. Et quand ils parlent d'affection, je pense qu'ils parlent d'affection, d'intimité. Et ils parlent plutôt du smack. Bah, écoute, c'est super intéressant. Donc, c'est courant pour 2 hommes de se tenir la main dans la rue et c'est juste un signe d'amitié. Totalement. Troisième question. Tuer une vache au Népal peut nous condamner à 12 ans de prison. Oui, vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Je trouvais ça, d'un côté, c'est cool, mais il faut le savoir. Bon, j'irai pas tuer une vache au Népal, mais je trouvais que c'était intéressant, justement, encore culture choc par rapport à l'Europe, du coup. Donc, apparemment, c'est Holy Cow. Je crois qu'ils disent la Holy Cow. Ouais, exactement. La vache est sacrée. En vrai, ils mangent pas de viande de bœuf et de vache. Ils mangent du buffle, qui est un peu une vache noire, qu'on nous, on mange pas en France. Enfin, je crois pas qu'on mange du buffle. Ici, ils l'appellent le buffalo. Et donc, du coup, quand il y a un steak, c'est un steak de buffalo. Et je mange régulièrement un buffalo bourguignon. Bah, écoute, tu vois, ces petites séries de questions, je pensais que j'adore les faire parce que du coup, ça nous fait aborder des points qu'on n'aurait peut-être pas abordés si on parle de ton histoire. Donc, c'est Qui intéressant. sait? Et c'est ça. Eh ben, écoute, maintenant, je vais te laisser la parole, en fait. Donc, on va commencer par faire un petit retour en arrière. Si tu peux peut-être nous rappeler d'où tu viens en France, quel type d'études tu as fait et qu'est-ce qui t'a poussé. Peut-être que la première fois, c'était pas le Népal. Encore une fois, je ne sais rien sur mon invité. Comment t'en es arrivé au Népal? Raconte-nous. Hyper simplement, je suis partie en voyage avec 2 amis au Népal. Donc, un voyage qui était un voyage déjà entre femmes. On était 3 femmes et on avait envie d'aller à la quête d'un nouveau pays, à la quête de nous-mêmes. Donc, on avait prévu de, bien sûr, rencontrer des locaux, mais aussi de faire un stage de méditation et une retraite de yoga. Et donc, voilà, on y allait un peu dans une quête spirituelle et de développement.
Donc, t'avais quel âge et qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver à justement avoir besoin de cette quête? Alors, je soustrais, j'avais 37 ans. Je suis pas très bonne pour les dates, donc Pas de j'espère souci. que vous allez pas m'en vouloir. J'avais 37 ans et je décide de partir au Népal. Et c'était un cheminement. Moi, à la base, je vais revenir un petit peu en arrière sur qui je suis. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études, un bac+5. Après, j'ai été dans une petite société, puis dans une moyenne société, puis dans une grande société. Dans la petite société, j'avais un petit poste. Dans la moyenne, j'avais un moyen poste. Et dans la grande, un grand poste. T'étais dans quelle région en France? J'étais à Paris. Donc, je suis un pur produit. Alors, pas parisien, mais plutôt Île-de-France. Donc, je suis pas une Parisienne. Je suis une Francilienne. Mais j'ai beaucoup été à Paris pour les études et le boulot. Mais on fait la différence un peu quand on est parisien ou pas parisien pure souche. Je suis pas une pure souche. Je suis plutôt une banlieusarde. Et Ok. je suis fière de l'être. Et après, j'ai de la famille aussi bien en Bretagne qu'en Italie que dans le Périgord. Donc, je pars du principe, voilà, que je suis française, mais que j'ai plein de régions et de départements qui me composent. Et j'ai aussi des origines étrangères, notamment italiennes. Donc, je suis plutôt déjà dans le mindset une citoyenne du monde et une enfant de la terre. Mhm. Donc ça, c'est un peu ce que je dis depuis longtemps. Et encore plus après dans mon cheminement, parce qu'en gros, j'ai 30 ans ou à peu près, et je me rends compte ben, que je suis en couple, que j'ai un super boulot, mais que tout ça manque un peu de saveur, quoi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais quitter mon compagnon après 7 ans de relation. Et ensuite, je vais quitter mon gros poste dans ma grosse boîte parce que je me rends bien compte que sur le papier, j'ai un peu une vie parfaite. Mais dans la réalité, ma vie, c'est un peu un château de cartes. Mon compagnon, il me fait pas vibrer. Et mon boulot, hyper intéressant avec un gros salaire, me fait pas vibrer non plus. À 30 ans, je commence à déconstruire ma vie pour en reconstruire une nouvelle. Et du coup, je voyage, je crée ma boîte, j'ai envie de liberté. Au début, je suis célibataire au chômage, donc un peu les deux choses que les gens peuvent craindre. Et moi, j'en suis fière. Je suis une chômeuse et célibataire heureuse. Ça me fait sourire parce que moi, c'est la vie que j'ai depuis quelques années. Bon, je suis plus au chômage, mais j'ai eu cette petite période de chômage. Juste, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis. Comment tu as fait à cette période? Parce que c'est quand même pas une phase facile quand tu commences à te rendre compte que toutes les cases que tu as cochées, que tu pensais qui allaient te rendre épanouie, au final ne te rendaient pas heureuse. Comment tu as fait pour réussir justement à déconstruire tout ça? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu avais un entourage qui t'encourageait? Est-ce que tu t'inspirais à travers des livres? Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est dans cette phase où justement elle se dit ça manque de piment. Comment je fais pour changer tout ça? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Bah, j'aurais plusieurs conseils. Je dirais, le premier conseil, c'est un peu sa boussole interne. Je sentais vraiment que j'étais en train de m'éteindre, que d'apparence, j'étais heureuse, mais qu'en vrai, à l'intérieur, au fin fond, j'étais pas heureuse. Donc, c'est un peu, tu sais, ta petite voix intérieure, ton âme qui te souffle un message. Du coup, voilà, le plus simple en premier, c'est de s'écouter. Après, moi, j'ai eu aussi, je pense, des rencontres avec alors parfois des amis, des gens qui sont des amis, mais parfois une personne que tu vois une fois, mais qui te dit une phrase et ça résonne dans ta tête. Et après, j'ai rencontré aussi des livres, des films qui m'ont montré qu'en gros, bah, fallait vivre sa vie, quoi. Je pense au film qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Bah, je sentais que cette phrase-là, elle me parlait, quoi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs vies dans une vie. Et du coup, c'est marrant parce que tu me poses la question, mais en vrai, cette question-là, je me l'étais un peu jamais posée. C'est-à-dire que moi, souvent, on me demande comment tu as fait pour quitter ton gros poste, comment tu as fait pour t'installer au Népal, comment tu fais avec ton boulot. Et moi, je sais que je me pose rarement la question qui commence par comment. C'est-à-dire qu'en vrai, je fais et puis on verra après, quoi. Donc, je suis quelqu'un qui agit un peu dans la réalité et qui réfléchit plus tard et qui conceptualise des fois ce qu'elle a fait et qui, du coup, bah, à travers un podcast, en parle, j'aime beaucoup écrire à travers un poème. Plusieurs fois, j'ai pris aussi un peu la parole sur scène. Alors, c'est un bien grand mot dire sur scène, mais j'ai déjà fait voilà des petites scènes ouvertes où j'ai raconté ma vie. J'ai fait un pécha-coucha sur le célibat heureux parce que je connaissais tellement d'hommes et de femmes qui disaient qu'ils étaient malheureux célibataires, alors que moi, à partir du moment où j'ai quitté mon compagnon après 7 ans de relation, j'ai vraiment senti le premier jour du reste de ta vie. Et quand après j'ai quitté mon gros poste dans ma grosse boîte, et ben j'ai ressenti la même chose. J'ai ressenti que j'ouvrais un champ des possibles, quoi, et que j'allais écrire et que j'allais construire cette fois-ci, et que j'allais peut-être cocher des cases que j'avais même pas imaginées.
Alors, cocher des cases, plutôt cocher à côté de la case. J'aime bien la phrase think outside the box parce que justement, voilà, on veut cocher dans les cases, mais c'est souvent à côté de la case qu'est le bonheur, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Et après, je pense que j'ai aussi été accompagnée au-delà des livres et des rencontres et des films. J'ai été accompagnée par des thérapeutes. Donc, en vrai, ça va de la psychologue en passant par une thérapeute en kinésiologie avec des chamans. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, j'aime les médecines douces et les médecines dures et j'aime être la meilleure version de moi-même. Donc, j'aime régulièrement prendre soin de qui je suis et je dirais, après cette période, ce 30 ans où je me suis rendu compte, qui est une date fatidique, hein, qui est une dizaine, je me suis dit, c'est marrant, j'ai 30 ans, je suis au début de ma vie, et j'ai l'impression que tout est fade dans ma vie, quoi. Alors que sur le papier, tout avait l'air extraordinaire, quoi. Je te rejoins, j'ai exactement sur tout ce que tu dis parce que je l'ai déjà répété dans d'autres épisodes, mais pour ceux qui écoutent peut-être ce podcast pour la première fois, moi je dis toujours, tu es le héros de ton livre en fait, c'est à toi d'écrire le Mmh. chapitre et en fait c'est ce que tu disais, en fait pour écrire, faut être dans l'action et peut-être Mmh. qu'éventuellement on relira ce chapitre et puis peut-être qu'il y aura un fil rouge et puis peut-être qu'on expliquera comment, pourquoi, mais en fait le truc c'est que Mmh. il faut se dire, faut être dans l'action, faut avancer et il faut arrêter de se poser trop de questions justement, c'est si tu sens au fond de toi il faut que ça change, bah déjà, si tu commences à avoir ce sentiment, c'est déjà un signe, en fait. Et plutôt Mmh. que de se poser des questions, oui, mais est-ce que, bah non, en fait, agis. Agis parce que plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué et plus tu n'avanceras pas, en fait, et ça risque d'être, plus c'est long, plus tu te sens mal et plus ça va être dur, en fait. Donc, sois dans l'action, avance, Mmh. écris un nouveau chapitre s'il le faut, ferme-le, recommence. Enfin, c'est pas grave, en fait. Mais la vie, elle est trop courte et il faut pas se laisser Totalement. ouais, submergé par notre quotidien. Et donc, du coup, là, tu claques tout, plus de mari, plus de travail. Est-ce que tu prends du temps pour toi pour Alors, voyager? pas tout en même temps, hein. Non, non. J'ai d'abord quitté le mec et j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à quitter le taf, hein. Donc, il y a eu un délai, hein. Il y a le temps, tu sais, bah, je dirais, de gérer et de digérer la séparation. Alors, digérer, pas parce que je le vivais mal, mais en vrai, tu sais, de reconstruire quelque chose avec des repères différents. Et en gros, moi, ce que j'ai senti, c'est que je pouvais pas tout faire d'un coup. Je me suis dit: «En vrai, tu peux pas remettre toute ta vie en cause en un claquement de doigts et rien que, matériellement, bah, faut assurer un truc pendant que tu gères un autre truc, quoi». Donc Mmh. j'ai d'abord, voilà, quitté l'homme et ensuite, un peu plus tard, j'ai quitté cette entreprise. Je me suis dit rapidement que j'allais partir en voyage et puis c'est un autre voyage que j'ai rencontré. J'ai un ami qui m'a embauchée bénévolement pour sa campagne, politique. Donc, j'ai fait 3 mois de campagne législative pour un ami alors que j'étais pas une experte de politique, mais lui justement non plus. Et il voulait que des experts dans leur domaine, mais pas des experts en politique parce qu'il trouvait que la politique était pas saine. Donc il s'est dit je vais prendre des experts dans chaque domaine. Donc ça a été un voyage, une aventure humaine. Et ensuite je suis partie en voyage. J'ai fait un tour des Balkans, un tour, un peu plus qu'un tour. C'est que j'ai pris un vol retour, mais j'avais pas pris le vol aller. Mais c'était pas au Népal, c'était dans les Balkans. Donc en vrai, le voyage, c'était de traverser plein de pays pour arriver jusqu'à Athènes. Donc j'avais en gros 1 mois pour arriver à Athènes parce que fin août, j'avais un vol qui était à Athènes-Paris. C'est drôle parce que d'habitude, on entend qu'on prend un vol aller, mais pas retour. Et toi, tu avais pris le retour, mais pas l'aller. Exactement. J'adore. Et du coup, ça a été vraiment génial ce voyage. Je l'ai fait avec une amie et ça a vraiment été génial. Ça sert aussi pour le développement, pour son propre développement, de voir comment on gère tout ça. Et puis après, j'ai monté ma boîte parce que j'avais des clients qui voulaient bosser avec moi, qui étaient des anciens collègues ou des anciens clients. Et du coup, j'ai commencé à être freelance dans la com en me disant que j'allais être freelance dans la com et que j'allais partir faire un tour du monde. Puis en vrai, des fois, l'univers en décide un peu autrement. Je suis pas partie faire un tour du monde. J'ai eu pas mal de missions qui sont tombées, donc j'ai pas mal bossé. Puis à un moment, toutes les missions se sont arrêtées et j'avais pas compris que quand tu avais ta boîte, tu devais aller chercher des nouvelles missions. Parce que du coup, c'était très nouveau, hein. Moi, j'ai été salariée un paquet d'années, donc être freelance, c'est quand même un autre truc. Je pensais être digital nomade et en vrai, je bougeais pas de Paris. Donc, j'allais rarement chez mes clients. Donc, j'étais souvent en télétravail, mais j'étais en télétravail à 10 minutes de mon client, quoi. Excellent. Donc j'ai été digital nomade, mais dans le même département. Donc ça aussi, c'était marrant. En vrai, moi, ce que je pense, c'est que l'univers, il me préparait pour ce que j'allais vivre après, quoi. Donc c'était marrant parce que j'avais acquis une liberté géographique, une liberté financière, une vision aussi de pour qui je voulais travailler et comment je voulais travailler.
toujours avec la même amie avec qui j'étais partie dans les Balkans. On est parti au Népal. Et là, donc, du coup, on se dit que voilà, on va prendre soin de nous, on va prendre soin de notre âme, on va méditer, on va prendre soin de notre corps en faisant du yoga. Et puis, on va découvrir une nouvelle culture pour nous ouvrir à d'autres horizons et pour des fois aussi nous resituer dans l'échelle mondiale, quoi. Et donc, du coup, on est parti au Népal en voyage. Je dirais, ouais, la première intention de ce voyage-là, c'était la spiritualité, la sororité. On était trois amis, on faisait un voyage, entre guillemets, spirituel. Et là, ça a été intéressant parce que on partait avec cette intention-là, donc je dirais que la sororité, elle a été là. Par contre, on a été dans pas mal d'endroits spirituels en pensant que on allait rencontrer que des gens spirituels. Et en gros, non, c'est pas parce que tu vas au McDonald's que tu rencontres que des gens qui aiment la viande. Enfin, tu vois, j'ai pas d'exemple à te donner, mais c'est marrant. On pense que quand on va au Népal, forcément, on va rencontrer des gens spirituels à tous les coins de rue. Et en vrai, pas du tout. Et même à des retraites de yoga ou de méditation, on a rencontré des gens qui, je pense, étaient tout sauf spirituels, qui avaient compris que la spiritualité était un business. Et donc, du coup, c'était parfois des gens qu'on rencontrait qui étaient des businessmen, mais qui n'étaient pas forcément des êtres spirituels, en tout cas, qui incarnaient pas un discours. Et après, on en a fait des rencontres spirituelles, mais je dirais pas là où on en a fait une dans un village de potiers avec un homme qui était en train de faire de la poterie. Et lui, c'était un homme très spirituel. Et pourtant, il n'y avait pas écrit je vends de la spiritualité en vase et en mug, quoi. Mhm. Donc là, c'était marrant aussi de chercher quelque chose et de pas le trouver là où on le cherche et de le trouver ailleurs. Et ce qui était d'autant plus marrant, c'est que c'était pas un voyage où j'allais chercher l'amour et pourtant je l'ai trouvé. Donc l'avant-dernier jour de mon voyage, j'ai rencontré un homme et ça a un peu bouleversé ma vie, quoi. Donc voilà, c'était marrant parce que moi j'avais eu plusieurs tentatives d'expatriation. Donc je suis un peu comme les gens, comme ton public dont tu parlais, qui ont cette envie de d'être digital nomade, qui ont toujours un peu projeté l'expatriation. J'ai toujours senti que j'allais vivre ailleurs qu'en France. Et donc du coup, juste après mes études, je suis partie vivre en Australie. Et puis finalement, je suis revenue. Après, j'ai fait une tentative en Thaïlande et à Bali. Puis en vrai, ça a été une tentative plus qu'avortée. Après, j'ai fait une tentative qui a été un peu plus loin à Singapour. Mais pareil, au final, ça s'est pas fait. Et après Singapour, je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes de croire que tu vas t'expatrier. Je pense que c'est un rêve. Et en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. On décide pas qu'on ira vivre ailleurs. En vrai, tu es heureuse où tu es. Et donc, voilà, quoi. Excuse-moi de te couper, mais ce qui est trop drôle, c'est que du coup, tu es en train de me dire ça, que tu as fait plusieurs tentatives dont j'étais pas du tout au courant. Mais l'épisode qui est sorti juste avant le tien, c'est justement de ça dont on parle. C'est Tiffany qui est partie en Australie et qui va re-rentrer parce qu'en fait, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Et je trouve que c'est ça. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas mis de témoignage qui montre une femme qui est partie mais qui se sentait pas bien et qui a dû revenir. Mais pourtant, ça existe et c'est OK en fait d'aller tenter et peut-être et d'accepter que peut-être ça va pas être le bon moment, le bon endroit. Et du coup, je suis ravie de voir que toi, tu as quand même eu l'énergie et la force de tester plusieurs fois. Finalement, c'était pas le bon moment. Et ben, c'est parce que ce Népalais, j'imagine qu'il est népalais, cet homme, j'assume, mais peut-être pas. Exactement. En fait, c'est parce qu'il t'attendait gentiment au Népal et que du coup, tu l'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as vu? Tu l'as su? Eh ben, on peut dire ça, c'est que j'ai croisé son regard et je me suis dit, waouh, il a des yeux avec plein d'étoiles, j'aurais envie de me baigner dedans. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai pensé quand je l'ai vu. Et je lui ai pas parlé. C'est lui qui est venu nous parler. Et alors moi, je suis pas du tout une femme timide. Je suis plutôt extravertie. Je vais plutôt vers les gens. Et ça, c'est depuis un paquet d'années. Hein, c'est déjà dans l'enfance et encore plus, je dirais, avec les hommes. Donc, j'ai jamais été, voilà, une personne réservée et introvertie. Et là, avec lui, j'ai eu beaucoup de maladresse. J'osais pas parler, j'osais pas croiser son regard. Enfin, voilà. Donc, je dirais que mes deux amis se sont dit, oh, c'est marrant, on l'a jamais vu comme ça, Colette. Donc, déjà, je dirais que les autres se sont rendus compte de certaines choses avant moi. Et moi, je pense qu'il y a mon mental de française occidentale, un cerveau qui pense bien vite, qui s'interdit bien des choses, qui a senti, en vrai, je pense que j'ai vraiment eu un coup de foudre, et d'ailleurs, je pensais même pas que ça existait, le coup de foudre, et je pense que j'en ai vraiment eu un. Et je pense que quand je l'ai eu, la première chose que mon cerveau a dû dire à mon cœur, c'est genre n'importe quoi, tu vas pas tomber amoureuse au Népal. Et du coup, rapidement, c'est un peu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non, enfin, c'est gentil, mais
Moi, je rentre en France et tout et tout. Alors qu'en gros, je pensais tout à fait le contraire. Le dernier soir où je le vois, on sent que l'un et l'autre, on a envie de passer du temps ensemble et pourtant on se le dit pas. Donc tous les deux un peu timides. Du coup, je rentre dans ma guest house un peu en traînant des pieds et en même temps j'y rentre. J'essaye de lui écrire, mais il a pas Internet. Du coup, le lendemain matin, on devait prendre une navette et ensuite prendre l'avion. Et en gros, j'ai pas du tout envie de rentrer à Katmandou pour rentrer à Paris. Et du coup, je dis, bah non, non, faut que j'aille lui dire au revoir. Donc mes copines, elles me disent, mais tu lui as déjà dit au revoir, pourquoi tu veux aller le voir alors que là, on a 8 heures de route. Donc c'était assez marrant comment ça s'est passé mes dernières heures au Népal, parce que il y avait vraiment, mon cœur avait pas envie de partir, mais mon corps et ma tête avaient bien envie de rentrer en France. Donc du coup, je suis rentrée en France. Là, t'as été le revoir, mais je vais Non, rentrer. et ben j'ai été le revoir, mais en vrai, il n'était pas là. Oh, ouais, ouais. Et parce que là, à ce moment-là, vous avez fait que communiquer ou est-ce qu'il y a eu un peu d'intimité? Est-ce qu'il y a eu un bisou? Rien Pas du tout? du tout. Pas de Ok. bisous, rien du tout. On a juste parlé autour de dîner avec plein d'amis. Donc, on n'a même pas eu un moment tous les deux, hein. On était toujours dans un restaurant avec plein de gens, dans son restaurant notamment, avec plein de gens. Et puis voilà quoi. Donc, moi, le matin, je dis à mes copines, on va au resto, pas petit-déj, mais au moins pour que j'aille lui dire au revoir. Une de mes amies dit non. On lui a déjà dit au revoir hier. L'autre de mes amies qui me connaît très bien, elle dit, bon, si Colette, elle a envie de lui dire au revoir, on va lui dire au revoir. Du coup, on descend en bas de l'hôtel. Le bus était là. Donc, moi, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais pensé à lui. Mon ami dit au chauffeur de bus, Colette, elle a perdu son téléphone dans un restaurant, on doit aller le chercher avant de rentrer en France. Du coup, tout le monde dans le bus va au restaurant. Mais Et là, au non! restaurant, il y a pas de Harry, il s'appelle Harry. Il n'y a pas de Harry. Sa serveuse a dit, je suis très étonnée, il est toujours là le matin, là, il est pas là. Étonnant. Donc, moi, dans ma tête, je remonte dans le bus et je me dis, bah ouais, bah en vrai, soit il est mort parce qu'il a eu un accident, soit il est avec une autre femme. Je pense les deux solutions quand on a un mental qui cogite à 200 à l'heure. Ou Et du troisième option romantique, il est en train de chercher, quoi. Ouais, j'y ai même pas pensé à cette option-là, mais tu vois. Donc voilà, je rentre, 8 heures de bus, donc tu vois, j'ai eu le temps de bien cogiter. Et là, j'ai un message de lui qui me dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, il y avait ton visage qui apparaissait. Je viens dans 8 mois en France, on se verra en France. Donc là, je me dis, ah chouette, bah lui aussi, il a pas dormi. Lui aussi, il a pensé à moi, donc voilà. Il me dit, pourquoi t'es venu? Bah je lui dis pour te dire au revoir. Et puis pour passer un peu de temps avec toi, bah, il me dit, si tu as vraiment envie de me dire au revoir et si tu as envie de passer du temps avec moi, bah, fais demi-tour et passons ce temps ensemble. Et là, je lui réponds, écoute, on n'est pas dans un film. Moi, j'ai mon avion dans 3 heures, donc bon, bah, on se reparle demain, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui tendait une perche à l'autre, bah, on la saisissait pas, quoi. Donc, moi, je suis rentrée en France, puis j'ai à peine atterri en France, je regardais s'il m'avait écrit. Enfin, voilà, on a commencé à s'envoyer des messages, à s'appeler énormément, des appels interminables où on n'a plus de batterie et t'es à côté de ton téléphone. Enfin, je vous laisse imaginer. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais pas attendre que tu viennes au mois de mai. Je viendrai en décembre pour Noël parce que là, j'ai beaucoup de boulot et en vrai, je peux pas libérer 15 jours, 3 semaines avant les vacances de Noël, quoi. Et je l'avais rencontré je suis partie août et première semaine de septembre au Népal. Et du coup, je l'ai rencontré début septembre. Je crois le 2 ou 3 septembre. Et voilà, il me dit, bah, écoute, super, ça coupe la poire en deux. Moi, je t'avais dit mai, toi, tu viens en décembre, c'est super, quoi. Tu reviens au Népal. Et puis moi, je viens bientôt à Paris. Donc ça, génial. Et puis au final, il se passe une semaine. Je mets toujours mon appart en Airbnb quand je pars en voyage. Acte manqué, j'oublie de le désactiver et j'ai quelqu'un qui me prend mon appartement 2 semaines pendant les vacances de la Toussaint. Quand j'ai vu le montant de la demande à Airbnb, je me suis dit, ça me paye mon aller-retour et mon logement là-bas. Et en vrai, j'ai pas réfléchi. Je lui ai dit, écoute, j'arrive le 25 octobre. Et donc, 25 octobre, je retournais au Népal en me disant, je suis une grande folle. Je sais pas du tout ce qui va se passer. En vrai, si ça se trouve, c'est un crush de vacances. Et quand je vais le revoir, il est moche et bête. Et en même temps, je sentais que ma petite voix intérieure et mon âme me disaient, mais vas-y, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard
pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!